D'abord, je tiens à vous remercier d'être venus aussi nombreux et nombreuses ce soir. Je remercie particulièrement Atag pour l'invitation et Rémi qui s'est particulièrement bien occupé de moi depuis ce matin et jusqu'à demain en théorie. Donc voilà, je remercie très chaleureusement. Je m'appelle Victor Duchesne, je suis maître de conférence en sciences économiques à l'université Sorbonne Paris-Nord, donc sur le site de Villetaneuse et Bobigny et d'autres, donc dans le 93, une des deux grandes facs du 93. Et mes travaux portent sur ce qu'on appelle l'économie politique de la santé, l'économie politique de la protection sociale. Donc on fait partie de ces quelques économistes, parce qu'on n'est pas très nombreux à l'heure actuelle en France, enfin quelques centaines quand même, qui faisons ce qu'on appelle cette économie politique, qui est une économie, une science économique, une partie de la science économique, qui accepte d'être un petit peu engagée et d'avoir des positions dites épistémologiques qui relèvent de traditions philosophiques assez diverses. On a des marxistes, des keynésiens, etc. Donc c'est un ensemble assez vaste. Voilà, je dis ça parce que ça va expliquer sûrement une partie de mon exposé par la suite. Et j'appartiens à une équipe de recherche, donc le Centre de recherche en économie et de gestion de Paris-Nord, où on est quelques-uns à apporter ces questions-là, ces travaux autour de la sécurité sociale. Vous connaissez peut-être mon collègue Nicolas Da Silva, qui a écrit un livre qui s'appelle « La bataille de la Sécu », qui retrace une partie de cette histoire de la sécurité sociale, de cette histoire méconnue de la sécurité sociale, et qui essaye d'en traduire les enjeux économiques qui ont été évoqués, d'œuvres réelles, d'un documentaire sur la sécurité sociale, du livre de Nicolas Framont, etc. Et donc on essaye de travailler un peu collectivement cette question-là, travaux qui me semblent importants. En cette année, puisque nous fêtons les 80 ans de la sécurité sociale, alors bien sûr 2025, mais aussi en 2026, puisqu'en réalité la sécurité sociale, elle n'est pas apparue du jour au lendemain, avec les ordonnances d'octobre 45, mais il faut attendre, par exemple, la loi de mai 1946, loi portant à généralisation de la sécurité sociale, et on pourrait même aller jusqu'en 47. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir fêter et parler de la sécurité sociale encore au moins 2 ans, voilà, ça va être l'objectif, et pas seulement à l'occasion de quelque chose que nous affections particulièrement, nous économistes, à l'occasion de la loi budgétaire, loi de financement de la sécurité sociale, alors qui ces dernières années prend un peu plus de temps, voire même révèle une utilité cachée qui n'était pas prévue au départ, c'est-à-dire faire tomber un gouvernement. Donc c'est finalement peut-être une bonne chose. Ça dépasse les questions de passionnés ou d'experts, et c'est peut-être ça qui est intéressant. Alors, il est très important de parler de la sécurité sociale parce qu'il y a aujourd'hui véritablement un conflit. Un conflit, ça structure toute l'évolution de la sécurité sociale, mais un conflit de mémoire, un conflit dans la manière de raconter l'histoire, c'est-à-dire ce qu'on appelle un conflit historiographique, sur la manière d'écrire l'histoire. Lorsque vous faites ce que vous faites ce soir, c'est-à-dire de porter Ambroise Croizat comme créateur, bâtisseur de la sécurité sociale, c'est aujourd'hui un acte militant et qui est perçu par un certain nombre comme quelque chose, une contre-vérité historique, il faut le dire. Et donc vous avez depuis une dizaine d'années, depuis à peu près la sortie du film La Sociale de Gilles Perret, une mise en avant de cette histoire-là, de cette histoire ouvrière, de cette histoire militante de la sécurité sociale, et en face, ceux qui ont écrit l'histoire que nous connaissons, celle que nous apprenons à l'école, quand nous l'avons apprise, de la sécurité sociale, trouvent qu'on a tendance, avec Croizat, à trop en faire. Alors on tombe, bien sûr, sur des attaques traditionnelles, vous faites du culte de la personnalité, mais attention, c'était un communiste, enfin, et on suit les débats. Et on en vient à une situation assez paradoxale, qui est que Ambroise Croizat, puisque c'est le point de départ de cette soirée, Ambroise Croizat, ministre du Travail à la Libération, en est oublié. En est rigoureusement oublié. Ce qui en soi n'est absolument pas grave. Les hommes, en fait, dans l'absolu, ce n'est pas un problème de ne pas parler des hommes. Ce qui compte, c'est la réalisation concrète, c'est-à-dire la sécurité sociale. Le petit problème de l'affaire, c'est que lorsqu'on oublie Croizat, on oublie une certaine conception de la sécurité sociale.
Une conception de la sécurité sociale qui a été débattue en 1945 et qui a été portée de 1945 à 1947 à peu près, et qui aujourd'hui est clairement remise en cause. On efface la conflictualité qui est inhérente à la création de la sécurité sociale, et donc il faut remettre en avant ce ministre. Alors pour revenir sur l'histoire de la sécurité sociale et puis traiter quelques points d'actualité, voire même des ouvertures, des extensions de la sécurité sociale. Vous avez à Montpellier une expérience de sécurité sociale de l'alimentation. Voilà, je vais d'abord revenir sur ce moment fondateur de 1945-1947. Je m'attarderai un petit peu plus ensuite sur ces remises en cause de 1960 à 1967. Et puis je reviendrai sur la période plus récente de 96 plan Juppé à aujourd'hui. Alors sur le moment de 1945, de création de la sécurité sociale, il y a un mythe qui est en permanence véhiculé, qui est le mythe d'un compromis gaulo-communiste. C'est comme ça qu'il est présenté en 1945. Alors, ça prête un petit peu à sourire lorsqu'on regarde, puisque De Gaulle n'était pas à Paris à ce moment-là. C'est son ministre d'État, Jules Jeanneney, qui a signé la première version des ordonnances. De Gaulle aura mis une version corrigée dans ses mémoires, d'ailleurs, de sa signature. L'histoire, voilà, est un peu réécrite par les vainqueurs, dirons-nous. Et la petite histoire dans la grande raconte qu'il a fallu poursuivre Jules Jeanneney dans les couloirs pour qu'il la signe, parce qu'il ne voulait pas la signer, et qu'en réalité, De Gaulle n'était pas très favorable. En bon politicien, il en a tiré son parti, hein, c'est pas le sujet là-dessus. Bon. Donc on a ce gaulo communiste avec des ministres communistes, alors présents de manière un peu erratique, hein, puisque Croizat est ministre, puis il y a des petites interruptions, il reste ministre jusqu'en 1947, puis les ministres communistes sont exclus du gouvernement en 1947. Et donc cette période-là est une période charnière où il faut distinguer tout d'abord ce qui relève vraiment de la création des ordonnances de 1945. Où là, vous avez un véritable conflit, parce que Croizat n'est pas ministre en octobre 1945, c'est son prédécesseur, Alexandre Parodi, haut fonctionnaire, diplomate, gaulliste convaincu, d'une branche un peu plus sociale, qui a, avec le directeur des assurances sociales, Pierre Larocque, nom qu'on retient principalement en tant que créateur de la sécurité sociale, qui a effectivement mis en œuvre et signé le tout début des ordonnances de 1945. Alors là, vous avez un premier conflit sur la manière dont on écrit l'histoire, sur qui a finalement rédigé la première version des ordonnances. Alors là, vous avez des travaux en cours qui sont menés pour essayer de montrer que la sécurité sociale est l'héritage d'une œuvre nettement plus large du programme des Jours Heureux, c'est-à-dire du Conseil national de la résistance, d'une œuvre collective, d'un certain consensus. Alors lorsqu'on regarde un petit peu en détail, le consensus, il est jusqu'à un certain point, hein, et il ne faut pas exagérer, et on s'aperçoit assez vite que la partie sociale, d'abord le programme du CNR en soi est très court sur la sécurité sociale, ça n'est qu'une seule phrase, et ce qui est intéressant, c'est un petit peu les débats qu'il y a pu y avoir. On s'aperçoit que les forces syndicales et dites de gauche ce sont elles qui ont notamment poussé ces questions-là au sein du CNR. Ce sont elles ensuite qui ont poussé cela dans l'Assemblée constituante et dans différentes commissions consultatives parlementaires qui vont se mettre en œuvre jusqu'aux ordonnances de 1945. Donc là encore, on retrouve une petite trace, avec cette particularité qui est que un certain nombre de députés, communistes notamment, ou issus des forces syndicales, et nous pensons ici donc à Ambroise Croizat qui est député, mais aussi à Georges Buisson, qui donc est cégétiste, pas unitaire, donc tendance communiste, mais confédéré, tendance socialiste, qui donnera la force ouvrière en 1947 au moment de la nouvelle scission de la CGT. En réalité, ces deux députés-là ont clairement pris part et ont rédigé des premières versions, notamment pour Georges Buisson, des ordonnances de 1945. Donc, qui de Larocque, qui de Georges Buisson, qui de la CGT a rédigé? Quelle CGT, me direz-vous? Voilà un petit peu ce gloubi-boulga. Il est clair en tout cas qu'il y a, à minima, eu une co-construction, ou tout du moins une construction un peu parallèle en même temps, et on ne peut pas attribuer la paternité uniquement à une personne, à un camp.
avec une petite particularité qui est quand même que Pierre Laroque est aux manettes depuis déjà quelques années, puisqu'il a été directeur des assurances sociales avant-guerre. Donc on peut se poser légitimement la question, et c'est la question que pose mon collègue Nicolas da Silva, c'est pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Alors peut-être qu'il y avait un contexte politique et un rapport de force qui explique pourquoi les choses se sont mises en œuvre. Et là, il faut faire très attention d'un point de vue méthodologique à ne surtout pas considérer que les réformes ne sont uniquement le fait des experts, d'une élite de l'État social, des hauts fonctionnaires, ce qu'on a tendance trop souvent à mettre en avant aujourd'hui. Hein. Peut-être que l'histoire de notre pays et les grandes avancées de notre pays sont préparées dans des bureaux, indéniablement, mais clairement mises en œuvre parce qu'elles sont portées politiquement, parce qu'avoir des bonnes idées dans son bureau, si personne y accorde de l'intérêt, et une personne qui a le pouvoir, évidemment, elle ne risque pas d'avancer. Et donc, il faut s'intéresser à ce contexte politique très particulier de 1945 et ne pas avoir une lecture des textes uniquement, on va dire, administrative, hein, avoir une lecture nettement plus politique en termes de rapport de force. Alors, face à cela, on prête très souvent au mouvement communiste, et en partie à juste titre, hein, une récupération de l'histoire, une tendance à n'écrire l'histoire que dans un sens. Ce sont les communistes qui ont créé la sécurité sociale. Si vous écoutez le secrétaire du Parti communiste français encore aujourd'hui, hein, il dit clairement avoir sa carte vitale dans la poche, c'est avoir une carte du Parti communiste dans sa poche. C'est un peu exagéré quand même, on ne va pas pousser le bouchon trop loin. En revanche, c'est un peu quelque chose d'assez désagréable parce que on s'aperçoit que lorsque nous racontons, et je me mets dedans, lorsque nous racontons cette histoire ouvrière de la sécurité sociale, nous prenons en permanence des pincettes. Nous sommes finalement assez précis dans nos propos. Si vous regardez la biographie éditée par Michel Étiévent, donc le biographe d'Ambroise Croizat, il parle de bâtisseur de la sécurité sociale, pas de créateur. La création, c'est compliqué. On a vu l'ordonnance, les paternités, il n'est pas là. Non, il a mis en œuvre. Et là, quand on regarde ce qu'ont fait un peu les historiens de la protection sociale, les historiens de la mutualité notamment, il y a un petit consensus quand même. Je dis petit parce qu'il est affirmé très rapidement au détour de quelques lignes, mais il est reconnu quand même pour dire qu'il y a eu une action de ce mouvement ouvrier, à travers Croizat et d'autres, pour mettre en œuvre la sécurité sociale. Le deuxième point, et c'est dans le film La Sociale, c'est la phrase de Bernard Friot. Bernard Friot, vous le connaissez peut-être, c'est un économiste et sociologue qui a, dans son œuvre la plus récente, remis en avant la sécurité sociale comme, et j'aurai l'occasion d'y revenir, non pas comme une simple technique de protection sociale contre des risques, mais comme un projet émancipateur qui prépare la socialisation de la valeur économique afin de répondre aux besoins au sens très large, et qui, à partir de cette expérience assez extraordinaire qu'est la sécurité sociale, a formalisé un projet politique qui va nettement plus loin et qui est porté notamment par l'association d'éducation populaire Réseau Salarié. Et Bernard Friot, dans La Sociale, on lui fait parler de Croizat, et donc il parle de Croizat, et puis à un moment il se reprend. Et il dit, enfin, Croizat, c'est une façon de parler, c'est quelqu'un qui incarne l'ensemble du mouvement ouvrier qui s'est mobilisé. Évidemment, nous ne sommes pas dupes. On parle de Croizat, mais en réalité, quand on dit Croizat, on dit bien 5 millions de syndiqués. Par exemple, à la CGT, vous dites 3 ou 5, vous choisissez le chiffre qui vous arrange, mais voilà, on parle, c'est une œuvre collective et pas une œuvre personnelle. Et il ne s'agit pas de célébrer en soi un homme, il s'agit de célébrer un mouvement plus global autour de l'œuvre qu'est la sécurité sociale. Alors, la sécurité sociale, pour ne pas être trop long là-dessus, vous en connaissez les fondamentaux. Une caisse unique, qui va être mise en cause très rapidement, puisqu'au niveau local, il y aura tout de suite 2 caisses, des CAF d'un côté, caisse d'allocation familiale, et de l'autre côté, des caisses primaires de sécurité sociale. La caisse unique sera respectée au niveau national, une caisse nationale de sécurité sociale, qui centralise l'ensemble des fonds. Puis ensuite une caisse régionale qui sera créée par la suite, qui sera aussi une caisse régionale de sécurité sociale. Donc l'unité de la caisse est à peu près respectée. Deuxième évolution majeure introduite par la sécurité sociale, c'est un système démocratique, électif. Vous aviez des élections à la sécurité sociale qui mobilisaient l'ensemble des travailleurs salariés, donc le corps électoral, 75% des sièges
reviennent finalement aux administrateurs salariés élus sur liste syndicale, et vous avez une participation qui va être à peine plus faible que les législatives, hein, un petit peu plus faible, ce qui pour des élections dites professionnelles, qui ont été supprimées maintenant depuis bien longtemps, y compris au prud'homme, est un score tout à fait honorable. Ce système démocratique a toutes les limites de la démocratie représentative élective, bien évidemment. Ça reste sur liste syndicale, pas de mandat impératif, etc. etc. Vous détaillez là-dessus. En revanche, ça avait une énorme vertu, c'est qu'on faisait campagne pour parler de la sécurité sociale. Il y avait une bataille d'idées pour la sécurité sociale. D'ailleurs, à l'initiative de l'organisation syndicale qui aura accepté et qui aura bâti à l'époque la sécurité sociale, la CGT, puisque la CFTC a refusé d'y participer dans un premier temps, puisque un certain nombre de caisses confessionnelles venaient à disparaître. Elle y reviendra puisque les caisses d'allocation familiale sont créées. La Fédération nationale des organismes de sécurité sociale, et ça c'est un point fondamental qu'il faut rappeler, les caisses sont indépendantes. Et encore aujourd'hui, vos caisses primaires, vos CAF, sont de droit privé quand la caisse nationale est de droit public. Mais parce que la sécurité sociale, ce n'est pas l'État, ça sera mon point juste après. Et donc la CGT, Henri Reynaud, secrétaire confédéral de la CGT de l'époque, a contribué à la création de la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale, qui sera secondée quelque temps après par l'Union nationale des caisses d'allocation familiale, qui ont pour but de fédérer les caisses primaires et l'ensemble des caisses de sécurité sociale pour mener une représentation auprès du gouvernement et porter politiquement la sécurité sociale. Donc vous aviez une sorte de super lobby de la sécurité sociale qui avait les moyens pour exister et qui portait au quotidien la sécurité sociale. Vous aviez des administrés élus par les salariés qui avaient des moyens pour faire campagne et pour représenter, qui pouvaient même intervenir dans les services, et ça sera remis en cause quelques dizaines d'années après, et qui pouvaient donc gérer, prendre à bras-le-corps les problèmes et avoir une part de décision sur les budgets. Parce que ça, c'est un point qui est souvent relevé, la sécurité sociale était autogérée. Et là, on nous répond immédiatement, mais bien sûr que non, la sécurité sociale n'était pas autogérée. Alors effectivement, chaque administrateur de caisse primaire de sécurité sociale n'avait pas le moyen de décider le niveau de la prestation. Mais en fait, c'est entièrement logique. La législation de sécurité sociale s'applique à l'ensemble du territoire national et à l'ensemble de la population couverte. Elle est donc égalitaire en termes de droits. Tout le monde a les mêmes droits de sécurité sociale, toute la population couverte. Les droits n'ont pas à être modulés au niveau local. Donc évidemment qu'un administrateur au niveau local ne peut pas dire « demain je décide d'augmenter les allocations familiales, les pensions ». C'est normal, ça n'est pas prévu. Mais alors, où est l'autonomie de gestion ? Puisqu'en réalité, ce n'est pas les administrateurs qui décident du niveau des prestations. Alors, l'autonomie de gestion des caisses primaires et des caisses d'allocation familiale, elle se trouve sur, tout d'abord, la gestion quotidienne et la vérification de l'exécution des droits. Vous êtes représenté. Aujourd'hui, quand vous avez un problème dans une administration, vous n'avez personne à qui vous adresser. Vous êtes obligé de faire des recours au contentieux ou d'intervenir auprès d'un médiateur. Vous n'avez pas quelqu'un qui vous représente, comme dans un conseil d'administration, qui est capable de dire « mais là, il faut faire quelque chose ». Ensuite, ils ont des pouvoirs de décision qui vont être mis progressivement en cause pour nommer les équipes de direction. Oui, il y a des gens qui dirigent, ce sont des administratifs, mais ils sont sous contrôle, avec possibilité de révocation, etc. Et l'ensemble du personnel de direction est soumis à décision du conseil d'administration. Ça sera remis en cause dans les années 60 un petit peu. Le dernier point, c'est une capacité d'initiative. Et on en trouve encore quelques, alors je vais dire reliquats parce que malheureusement c'est ce qu'il en reste, c'est une capacité d'initiative sur les moyens d'action directe des caisses locales. Alors ça se voit beaucoup plus dans la branche famille, mais ça s'est vu aussi dans la branche sécurité sociale qui n'existait pas à l'époque, on ne parlait pas encore de branche, donc dans les caisses d'allocation familiale et dans les caisses primaires de sécurité sociale, c'est-à-dire la possibilité pour les caisses locales de décider de la création de structures. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont connu des centres de santé, des crèches, des centres de vacances, des centres de loisirs, qui étaient propriétés des caisses de sécurité sociale, soit de la CAF, soit de la caisse primaire. La décision de création de ces œuvres sociales, si je reprends le terme mutualiste, c'est un pouvoir des conseils d'administration.
Ça veut dire qu'une partie de l'organisation des soins, une partie de l'organisation de la réponse aux besoins en termes de famille notamment, est sous contrôle des administrateurs démocratiquement élus. Ce qui est une véritable révolution, puisqu'historiquement, le système de santé dépend, bon an, mal an, en France, des mairies, pour le système hospitalier, c'est les hospices pour les vieux, à cette période-là. En 1945, le système de santé français n'est pas encore conçu. Donc du pouvoir communal, et là, vous vous rendez compte, l'institution qui finance peut décider de créer des structures. Il en reste aujourd'hui quelques reliquats qui sont d'ailleurs sérieusement menacés. Donc voilà un petit peu ce que veut dire gestion ouvrière, démocratie, un véritable pouvoir de contrôle, qui n'est pas au Parlement, qui est dans les caisses, des capacités d'initiative, et bien sûr la défense des droits des assurés avec de vrais pouvoirs en termes de recours qui disparaissent, puisque ces dernières années, par titre d'exemple, aujourd'hui, si vous avez des indus de sécurité sociale, vous serez traité automatiquement selon des barèmes, et les commissions de recours amiables n'interviendront que dans les cas les plus graves. Vous voyez, la gestion directe peut avoir son sens. Le dernier point, et le non des moindres, qui fait le point d'importance de la sécurité sociale, c'est son mode de financement, qui est un financement par la cotisation sociale. Alors, ce n'est pas un mode nouveau quand on regarde, puisqu'il existait déjà dans les années 30, avec les assurances sociales. D'ailleurs, la principale organisation syndicale qui défend la sécurité sociale en 1945, la CGT, était contre la cotisation sociale. Elle était contre ce qu'elle appelait plus spécifiquement la cotisation ouvrière. Parce que ce qui fait la véritable originalité de 1945, c'est tout d'abord le fait qu'on va dire qu'on va mettre en œuvre une cotisation, mais une cotisation qui vient en plus du salaire qui est versé, c'est-à-dire en plus de votre brut. Et c'est en ça qu'elle est patronale, elle vient s'ajouter à votre salaire. Et de manière très simple, d'un point de vue économique, cette cotisation sociale, dès que vous décidez d'employer quelqu'un en France, vous allez déterminer un salaire qui fait l'objet d'une négociation, de grille, etc. On raisonne en brut quand on négocie. Et puis vous savez qu'automatiquement et obligatoirement, et ça c'est une véritable nouveauté là encore, il va vous coûter un certain pourcentage en plus pour financer cette protection sociale. Et c'est une part du salaire qui est dite socialisée parce que vous ne la touchez pas directement, nous la touchons collectivement à travers ces caisses de sécurité sociale. Alors ça veut dire qu'on force le patronat à payer. Ce qui était la principale revendication d'ailleurs dans les années 30, puisque le patronat payait très peu. Et pourquoi il y avait une opposition à la cotisation ouvrière, comme il y a eu par la suite une opposition à la cotisation salariale, c'est tout simplement qu'elle vient en diminution du salaire que vous avez réussi à négocier, issu du rapport de force ou de la négociation, en fonction des moments. Et donc, elle vient diminuer vos moyens pour vivre. Et c'est en ça qu'elle n'est pas finalement une bonne chose. Et donc, la véritable innovation en 1945, c'est de créer cette cotisation qu'on va qualifier de dite patronale. Alors, pourquoi je dis qu'elle est qualifiée de patronale, c'est que d'un point de vue strictement économique, lorsqu'un patron vous paye, un employeur vous paye, vous êtes une charge comptable. Au même titre que sa facture d'électricité, au même titre que le loyer. Bon. Donc il faut distinguer une approche strictement comptable. C'est bien lui qui fait le chèque, dans tous les cas, de votre salaire, du salaire socialisé via les cotisations, de la facture d'électricité. C'est lui qui fait le chèque, il n'y a pas de problème. Si vous vous placez du point de vue, non pas comptable, mais du point de vue économique, qui crée la valeur, là, vous allez avoir un petit débat. Et si vous vous placez dans la philosophie qui est celle de la sécurité sociale en 1945, c'est cette idée, et même d'ailleurs chez certains mutualistes à certains égards, vous êtes dans l'idée que quand même, qu'on le veuille ou non, en tombant dans une vulgate un peu marxiste, diront certains, ce sont bien les travailleurs et les travailleuses qui mettent en mouvement le capital et qui donc créent la valeur. Mettre des machines dans une pièce n'a jamais rien créé. Il faut bien quelqu'un qui s'en occupe. Je le dis de manière extrêmement simple, certains diront simpliste. Et donc, voilà, la sécurité sociale, elle permet de déplacer, à travers cette cotisation sociale, de déplacer le rapport capital-travail en disant que la vraie rémunération, ce qui doit vraiment revenir aux travailleurs, c'est forcément une part socialisée qui lui permettra de faire face à l'incertitude du lendemain. Alors une incertitude assez prévisible, la vieillesse par exemple, les retraites, mais la maladie, le fait d'avoir des enfants, etc. Le vrai coût de la reproduction de la force de travail, c'est bien sûr ce qu'il faut pour vivre, mais c'est aussi ce qu'il faut pour faire face aux incertitudes,
à la peur du lendemain. Et voilà ce que permet la sécurité sociale de revenir là-dessus. Alors, la sécurité sociale de 1945, elle n'est pas parfaite, bien évidemment. Elle n'est pas parfaite parce que, par exemple, les soins ne sont pas pris en charge à 100%. Il y a ce qu'on appelle, et ce qui existe toujours, qui a failli être augmenté l'année dernière, le ticket modérateur, par exemple. Lorsque vous allez chez le médecin, vous avez 30% qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y avait l'objectif, il y a une époque il a été à 20, mais 30, le projet gouvernemental de l'année dernière c'était 35% quand même. Hein. Donc vous voyez, ça augmente. S'il y a un ticket modérateur, un ticket, vous prenez un ticket, vous le sortez, qui va venir modérer votre consommation de soins. Parce que c'est bien connu, si c'est gratuit, vous allez en consommer, puisque vous adorez aller chez le médecin et adorez prendre des petites pilules. Bon, c'est un concept, voilà. Ça n'a jamais été prouvé, hein, quand même. Hein. Et puis surtout qu'en France, on est quand même sur un modèle dit de la demande induite. Alors c'est un peu technique, ça fait chic comme terme. La demande induite. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a induit votre demande, qui a permis votre demande. Lorsque vous allez à la pharmacie et que vous demandez des médicaments, on vous demande un petit papier. Ça s'appelle une ordonnance. Cette ordonnance, elle est signée par un médecin. Ça veut dire que vous avez été autorisé à consommer du soin. Peut-être que pour réduire la consommation de soins, il faudrait s'occuper de la régulation des médecins plutôt que de la régulation des patients. Comme on n'y arrive pas, on passe par le patient. On fait des campagnes sur les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais encore une fois, c'est pas vous qui vous prescrivez vous-même des antibiotiques. Bon. Mais bref, vous avez un ticket modérateur, alors qui est une vieille création mutualiste, de vertu morale, parce que vous vous rendez compte, les gens vont trop consommer. Mais vous avez aussi des restes à charge, comme ça qu'on les appelle, en matière de famille. Hein. Une crèche n'est quasiment jamais prise en charge à 100%. On pourrait étendre la situation à l'hôpital, même chose, il y a des tickets modérateurs à l'hôpital, ou plus récemment, sur la petite dernière de la sécurité sociale, la branche autonomie, une maison de retraite, un EHPAD n'est jamais pris en charge à 100%, ça se saurait. Sauf dans des cas très spécifiques, et modulo des aides, etc., etc. Donc, la sécurité sociale, elle n'est pas parfaite, puisqu'elle ne couvre pas entièrement la chose. De la même manière, en retraite, la retraite de base, pour celles et ceux qui sont concernés dans la salle, si vous ne deviez vivre qu'avec votre retraite de base, ça serait peut-être un peu difficile. Et là, il y a eu un choix qui a été fait, et un choix qui a été porté politiquement et administrativement, de limiter la sécurité sociale, et donc de rendre nécessaire la nécessité de la compléter, à travers des complémentaires, retraite et maladie notamment. Ce choix de dire il faut arrêter la solidarité à un certain niveau, il a été notamment porté par le fameux Pierre Laroque, qui a clairement dit dans plusieurs de ses discours qu'à un moment il fallait s'arrêter et qu'à un moment la prévoyance libre pouvait bien s'exercer parce qu'on n'avait finalement plus besoin d'être protégé. Et donc c'est pour ça que dès 1947, 2 réformes majeures sont mises en œuvre qui aujourd'hui ont des conséquences assez fortes. La création de la GIRC, donc de la retraite complémentaire pour les cadres, qui va reprendre des systèmes passés et qui va garantir, à l'époque, être cadre, c'est avoir de fortes rémunérations, hein, notamment, qui va garantir une retraite qui va venir compléter la retraite de base, qui sera ensuite complétée par l'ARCO en 61 pour les ouvriers et les employés, et qui seront rendus obligatoires seulement en 72 de mémoire, vous voyez bien plus tard. Et puis bien sûr en maladie, puisque en 1947, la loi Maurice, du nom du député et qui l'a portée, va réautoriser les complémentaires santé à exister, donc à venir compléter les prestations de sécurité sociale, voire même à devenir des sections mutualistes de sécurité sociale, c'est-à-dire à gérer des pans entiers de la sécurité sociale, notamment les régimes de fonctionnaires. Si vous êtes à la MGVN, votre mutuelle, souvent c'est la MGVN, mais votre centre de sécu, c'est aussi la MGVN. Alors ça me permet de revenir sur un point, puisque ça revient dans les débats actuels, un point sur l'unité de la sécurité sociale. Quand vous dites sécurité sociale, en réalité vous parlez du régime général de sécurité sociale, c'est-à-dire ce qui était marqué sur le fronton des caisses de sécurité sociale, il y a la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, parce qu'il y avait cette référence permanente à la population couverte. Pourquoi vous bénéficiez de la sécurité sociale? Parce que vous êtes au statut salarial, qui est la norme principale d'emploi qui s'est développée en France après-guerre. Et le régime de sécurité sociale est la traduction en termes de protection sociale d'un statut salarial. Et donc,
À chaque fois que vous avez un régime de sécurité sociale différent, c'est que vous avez un statut d'emploi différent. Statut cheminot, statut des électriciens casiers, qui correspond à des spécificités du métier, qui permet de prendre en compte des spécificités du métier. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer un nouveau statut par exemple de la micro-entreprise, avec sa propre protection sociale et qui est moins disante. On est en train de supprimer des statuts, c'est-à-dire de supprimer des protections. On peut renverser la machine et se dire, peut-être que s'il y avait eu un alignement par le haut, alors on aurait bien eu l'unité de la sécurité sociale. C'est peut-être une affaire de perspective. Et en matière de sécurité sociale, on a trop souvent à voir ce que les autres ont en plus, alors qu'on pourrait se dire, mais c'est ce que nous avons en moins. On a trop tendance à voir des dépenses, le problème du côté des dépenses, alors peut-être que le problème est du côté des recettes. Et des recettes, pas seulement en termes de taux de cotisation, etc., mais en termes de dynamique salariale. Parce que si la sécurité sociale repose sur le statut salarial et sur les salaires, la logique de base de la sécurité sociale, c'est toute augmentation de salaire génère mécaniquement des augmentations de recettes et de droits futurs à la sécurité sociale. On a une boucle vertueuse. Quand à partir des années 90, au nom de la compétitivité économique, on a décidé de dire qu'il fallait que la France soit compétitive en termes de coût du travail avec la Chine ou avec certains pays de l'Europe de l'Est. On fait le choix de modérer les salaires, de dire on ne peut plus vraiment augmenter les salaires, on en a pris moyen. On a fait le choix de mettre en œuvre progressivement des exonérations de cotisations sociales, c'est-à-dire de dire au niveau du SMIC, on ne peut plus payer de cotisations sociales, parce que sinon les gens ne vont pas trouver d'emploi, le coût du travail sera trop cher pour des gens peu qualifiés, dans un contexte de désindustrialisation, etc., qui était en train de se passer, puisque nous perdions notre tissu industriel à l'époque. Aujourd'hui, on arrive à une situation fabuleuse. Au niveau du SMIC, c'est 0 de cotisation sociale patronale. Il reste quelques cotisations résiduelles d'accident du travail, maladie professionnelle. Donc quand on vous dit que le coût du travail, c'est le problème au niveau du SMIC, et ce jusqu'à 1,6 SMIC, c'est plus vrai. Puisque dans ces cas-là, vous dites que le coût du travail, le problème, vu qu'il n'y a plus de cotisation sociale, c'est le salaire des gens. Et là, vous avez des argumentations qui commencent à se développer, qui expliquent que le SMIC est peut-être un peu élevé en France. On a attaqué le salaire socialisé, on va attaquer le salaire directement. Mais on le fait déjà. Quand on vous dit qu'on va vous payer en prime et non pas en salaire, un salaire horaire, on ne peut pas le baisser, on ne peut pas le modifier. Une prime, on peut la faire sauter. Et puis on la conditionne selon 32 objectifs. On peut faire baisser votre rémunération, pas votre salaire, votre rémunération. Et donc, vous voyez, le changement sémantique de vocabulaire qui est en train de se mettre en œuvre. C'est que cet argument de la compétitivité, il faut s'en méfier. Ce que mon collègue Nicolas Da Silva a montré en étudiant un débat autour de la sécurité sociale en 1949, c'est que l'argument de la compétitivité, de la mondialisation, il est déjà présent en 1949. Parce que oui, ça c'est une chose que nous savons, nous bien économistes quand même. La mondialisation, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle ne date pas des années 70, on peut la faire monter très très loin. Mais en 1949, vous avez un député qui vous explique qu'avec la sécurité sociale, on ne pourra pas être compétitif. À l'époque, c'est face aux Japonais, parce que vous vous rendez compte, ils ne se nourrissent que d'un bol de riz. Alors, si un bol de riz suffit. 67, ça a été évoqué tout à l'heure, réforme de la sécurité sociale. On éclate la sécurité sociale en plusieurs branches, ça a été très bien dit, pour jouer sur une logique de déficit, puisque au lieu de gérer le déficit de la sécurité sociale, on va gérer le déficit de chaque branche, de la branche retraite. C'est les retraites qui nous coûtent trop cher, c'est plus la sécu, c'est les retraites. Donc on réforme les retraites. Puis après c'est la santé, donc on réforme la santé. Puis après c'est la famille. Est-ce que la famille doit vraiment être au sein de la sécurité sociale, payée par le travail? Non, donc on réforme la famille. Et vous voyez, on peut saucissonner la sécurité sociale. Ce qui est très paradoxal, parce qu'encore aujourd'hui, à la fin de la fin, on compte bien la sécurité sociale de manière globale. On se fiche du déficit de chaque branche, ce qui compte c'est le déficit global. Et puis on fait une deuxième chose, ça vaut le coup de le dire, on supprime les élections quand même. Avec un petit argument, alors ça j'ai pris soin, j'ai retracé un peu les débats de 67, alors c'est par ordonnance, donc il n'y a pas beaucoup de débats. Il y a plein d'ordonnances en 67 de modernisation de l'activité économique. Georges Pompidou vient d'être élu, il a une majorité tout juste à l'Assemblée nationale, donc ça nous rappelle des moments voilà, très actuels. Le ministre Jeannet, qui alors
Jean-Marcel Jeanneney, donc le fils du précédent que j'ai évoqué tout à l'heure, dynastie républicaine, vous avez des descendants qui sont aujourd'hui professeurs d'université. Voilà. Jean-Noël Jeanneney, il faut lui rendre hommage là-dessus, était contre la suppression des élections, il l'argumentait assez finement, mais il est obligé de la porter, vraiment obligé. Hein, c'est Georges Pompidou qui insiste là-dessus. Et le coût des élections est mis en avant. Alors quand dans un système démocratique, on vous parle du coût des élections, là l'économiste peut être inquiet quand même. Donc on a essayé d'argumenter pour dire que la sécurité sociale était mal gérée. Mais en même temps, ce sont les mêmes qui vous racontent qu'il n'y a pas de gestion ouvrière. Alors il faudrait savoir. La sécurité est mal gérée, mais il n'y a pas de pouvoir. Peut-être qu'ils en avaient un peu. Une raison est simple, et c'est dit à un moment par le ministre des Finances, Debré, qui est de dire que au 1er janvier 68, le traité de Rome entre en vigueur, et notamment la zone de libre-échange des communautés économiques européennes, et que donc l'économie française ne pourra pas être compétitive compte tenu du poids de la sécurité sociale, et donc il faudrait mettre de l'ordre dans la sécurité sociale. La question européenne et la question de la mondialisation sont étroitement liées avec l'évolution de la sécurité sociale et ne datent pas des années 90, même si elles prennent une ampleur très large dans les années 90, puisque paradoxalement, après la réforme de 67, la décennie 70 sera une sorte de période un peu d'âge d'or de la sécurité sociale, puisque même s'il y a des plans d'ajustement, en réalité, vous avez un vrai volontarisme, vous avez les effets du plan en matière hospitalière qui se font sentir, vous avez une vraie planification, une tentative de planification sanitaire, vous avez une amélioration des droits en termes de retraite avec la loi Boulin en 71 également. Bref, la sécurité sociale va finalement bien se porter dans les années 70 alors qu'elle a été en partie dénaturée en 67. C'est un paradoxe de l'histoire. La question de la mondialisation, la question de la compétitivité n'est pas, finalement, devient presque ce que nous, économistes, appelons une sorte d'invariant. Hein. En tout temps, en tout lieu, la sécurité sociale coûte trop cher. Donc peut-être que son coût n'est pas un problème. Il y aura toujours un désaccord fondamental sur la manière dont on doit se protéger, individuel ou par la socialisation, quel volume de richesse on doit y consacrer, quel système économique doit-on mettre en œuvre pour porter la sécurité sociale, ou faut-il d'abord un système économique fort et après la sécurité sociale. Vous voyez, c'est différent, hein, c'est deux grandes options qui s'affrontent à chaque fois et qui sont de fait irréconciliables et qui ne relèvent pas d'un choix de technique économique, et ce n'est pas à nous, économistes, de dire ce qui est bon ou bien, mais elles relèvent avant tout d'un choix clairement politique, et il faut en avoir conscience lorsqu'on analyse le problème, c'est tout du moins notre position. Donc ça nous amène sur les réformes un peu plus récentes. Alors, tout un processus de mise en ordre de la sécurité sociale, afin qu'elle, enfin, la sécurité sociale réponde aux objectifs de politique économique. Ce qui émerge dans les années 60, c'est de dire qu'il n'est pas soutenable que les dépenses de santé croissent plus vite que l'augmentation de la richesse nationale. La mise en œuvre concrète de cela, c'est 96, le plan Juppé, et la création de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, qui ne sera réellement respecté d'ailleurs qu'à partir de 2010. À partir de 2010, on réussit à faire évoluer strictement les dépenses d'assurance maladie, cible que l'on s'est donnée. Et là, ça doit vous interpeller un petit peu en termes de logique de fond. Est-ce qu'il est techniquement possible de dire à la sécurité sociale « tu ne dépenseras pas plus ». Et là, ça pose un problème de fond. La sécurité sociale, c'est un système à prestations définies. On détermine les prestations et après on paye. C'est pas d'abord on détermine les cotisations et après on paye. Ça, c'est votre complémentaire santé, votre contrat d'assurance. La sécurité sociale, quand vous êtes malade, vous allez dans une structure de soins, vous présentez une dépense au remboursement, même chose dans une crèche, même chose, voilà. Quand vous demandez la liquidation de votre pension, on vous dit que vous avez un droit, vous l'utilisez, vous présentez, vous êtes remboursé, vous êtes payé en indemnité journalière. Ça veut donc dire que si on fixe un montant maximal de dépenses, la personne qui arrive au moment où le montant maximal est atteint, on la renvoie chez elle, on dit « Ah, plus de sous ?» Ben non, on la prend en charge. Donc on dépasse l'objectif. Donc comment on peut respecter un objectif de dépense alors que le système, il fonctionne sur présentation du remboursement? Eh bien on commence à corseter le système
à modifier de manière paramétrique, ça semble très technique, on modifie quelques paramètres, on vous fait cotiser un peu plus, on décale un peu l'âge de la retraite, on supprime quelques droits associés, vous voyez, par petites touches. C'est technique, c'est pas visible, on fait ça. De l'autre côté, on crée la pénurie chez les médecins, on crée la pénurie à l'hôpital. S'il n'y a pas de service pour vous recevoir, il n'y a pas de dépenses. C'est aussi simple que ça. On fait porter un déficit par l'hôpital public, puis on dira plus tard je te paierai. Aujourd'hui, l'hôpital public en France est sous-financé. Il manque 4 milliards à peu près d'euros, hein, c'est le déficit annuel cumulé des hôpitaux en France. Ça veut dire que fondamentalement, il y a un sous-financement de la part de la sécurité sociale de 4 milliards. Donc oui, 4 milliards qui n'ont pas été dépensés par la Sécu. Par les hôpitaux, oui, mais pas par la Sécu. Je comptable. Et donc dans quelques années, on va nous refaire le coup qu'on nous avait fait en 2019, on va dire la dette hospitalière est insoutenable, va falloir en faire quelque chose. Dette hospitalière qui est empruntée sur des marchés financiers notamment. Et aujourd'hui, la sécurité sociale avec les collectivités locales sont les deux entités qui remboursent au comptant la dette, là où l'État fait rouler sa dette, c'est-à-dire qu'il réemprunte pour rembourser, puis il réemprunte, etc. Donc vous voyez, il y a un petit problème de logique. Alors comment on fait pour ajuster enfin les dépenses et les recettes dont on dispose ? Et là, on a un exemple qui est en train de se mettre en œuvre, c'est la réforme des retraites et la tentative de création de régime universel en 2019 à l'initiative du président Macron. Et ne doutez pas que ça sera l'objet des débats de la présidentielle de 2027 sur la sécurité sociale et le système de retraite, à coup sûr. C'est-à-dire de dire on va enfin faire une sécurité sociale universelle et puis on va faire un système par points. Vous pouvez déterminer une valeur d'achat du point. Plus il est cher, plus vous allez cotiser, mais moins vous allez avoir de points. Et comme votre montant de votre retraite dépend de vos points, moins vous aurez une grosse retraite. Donc là, déjà, on sait qu'on peut bien réguler la dépense. Et puis, vous pouvez dire que la valeur de liquidation du point, c'est-à-dire le montant en euros concret, parce que vous ne vivez pas avec des points, vous vivez avec des euros, vous pouvez baisser cette valeur ou la faire stagner. Du jour au lendemain, on pourra piloter le système en fonction d'une cible. Alors la cible qui est retenue par un certain nombre d'experts et repris par certains politiques, c'est 14% de la richesse nationale et pas plus. Que vous soyez 100 000, 200 000 retraités de plus ou pas, c'est toujours 14%. Mécaniquement, plus vous avez de gens et toujours le même volume de financement, ça fait moins par tête. À une condition, que toute cette politique de réduction du coût du travail ait fonctionné et qu'il y ait eu de la croissance. Oui, pourquoi on fait tout ça? Pour être compétitif, on réduit le coût du travail, on est compétitif, on augmente nos échanges avec l'étranger, donc ça génère de la croissance et des emplois chez nous, donc des recettes pour la sécurité sociale, ça augmente le produit intérieur brut. Donc oui, on reste à 14%, mais vu que notre politique a réussi, c'est bon. La politique de l'offre a-t-elle réussi? Un jour, un économiste célèbre, Gilbert Sette, m'a dit que la politique de l'offre n'avait jamais existé. Alors quand on dépense 80 milliards d'euros pour réduire le coût du travail chaque année, je pense que ça existe un peu. Et je vous invite à lire un petit livre de mon collègue Clément Carbonnier, qui retrace très bien cette politique-là de réduction du coût du travail, et il retrace un peu cette idée de dire, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. France Stratégie a établi que le crédit impôt compétitivité emploi, créé sous un gouvernement socialiste, coûtait 20 milliards d'euros par an en régime de croisière et c'était 100 000 emplois créés ou sauvegardés. 100 000 emplois créés ou sauvegardés, vous faites le calcul, vous divisez 20 milliards par 100 000, pas besoin d'être bon en maths, vous voyez le coût que ça fait et vous dites peut-être qu'il y a des gens qui sont très 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 bien payés grâce à ça. Plusieurs économistes, alors j'ai cité Clément Carbonnier, je pourrais vous citer Anne-Laure Delatte aussi. Bref, une série de collègues qui accumulent des preuves pour dire que ça ne marche pas. Et on continue. Alors, je ne sais pas jusqu'où, parce qu'à un moment ou à un autre, la protection sociale, il faut bien la payer. Il s'est passé deux valeurs du point, un point cadre, un point non cadre, à une époque, moi, mes parents en tout cas, l'importance du statut cadre, aujourd'hui qui n'a plus d'intérêt à part se faire avoir sur le forfait jour à mon sens, et ne plus encadrer personne, c'était la retraite complémentaire. Quand vous cotisiez avec des points cadres, votre retraite était infiniment meilleure. La fusion des points a fait que vous avez un point pour tout le monde. C'est plus égalitaire, mais comme quoi l'égalité par le bas, c'est peut-être pas la bonne solution. Je le dis parce qu'en manière de retraite, c'est quand même la solution qui nous est proposée. Égalité, oui, parce que vous vous rendez compte, il y a des nantis de cheminots, j'ai bien compris. Peut-être qu'on pourrait le faire par le haut, puis c'est peut-être pas des nantis. Regardez l'espérance de vie, y compris aujourd'hui. Ce qui nous est annoncé, c'est des réformes structurelles.
Quand on vous dit qu'on va passer par un régime universel par points en matière de retraite, là c'est une réforme structurelle, hein. On arrête le rabot, etc. Là on taille dans le dur. Quand en matière de santé on vous dit qu'on va dérembourser massivement des soins, ce qui est déjà le cas, pourquoi certaines organisations défendent la retraite par points? Alors, une organisation syndicale l'assume clairement et a le mérite de la cohérence, c'est la CFDT. L'idée c'est simple, c'est de dire d'avoir quelque chose d'égalitaire pour commencer. Tout le monde est traité de la même manière. Il y a des diversités de situations professionnelles, des statuts, des emplois différents, des rémunérations différentes. Donc, on traite tout le monde selon les mêmes règles. On s'affranchit de ça. L'autre option serait de dire on résout ces inégalités-là à la source. Il y a des écarts, il y a des statuts différents. Voilà, hein, c'est bon. Mais l'option, puisqu'ils existent et puisqu'on n'arrive pas à les changer, et puisque c'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs, parce qu'il est peut-être normal que certaines professions disent des règles différentes, bah, on met au moins une règle de calcul unique sur ces retraites. Le deuxième point, c'est de prendre en compte tous les aléas, les évolutions de carrière, et donc dans le projet de la CFDT, hein, il y a cette idée d'avoir une retraite qui soit adaptative. C'est-à-dire que vos points, vous n'êtes pas obligés de vouloir tous partir au même âge, et d'avoir un âge un peu personnalisé. J'ai un volume de points, je sais que ça va donner tant de retraite, je pars à tel âge, parce que j'ai un métier pénible. Et puis comme j'ai eu des points en bonus dans d'autres domaines, parce que j'ai un métier pénible, et donc là vous avez des systèmes de points en matière de pénibilité qui sont portés par le CFDT, et ça vous permettra de vous reconvertir, d'avoir un métier moins pénible, donc là finalement de ne pas demander votre retraite, ou éventuellement peut-être d'avoir des points pour la retraite. Et donc d'avoir quelque chose de très adaptatif. Et donc c'est le parti pris de dire qu'il faut un système donc, le plus égalitaire et en même temps adaptatif. Très souple, par définition, c'est des points. C'est une forme de monnaie alternative. Le dernier point là-dessus, c'est de dire que ça permet malgré tout une bonne gestion comptable, preuve en est l'Agir Cartes. Alors évidemment, ça pose quelques soucis quand même, parce qu'il y a toujours les problèmes de base quand même. Certes, on fait le choix d'avoir un système égalitaire, mais les inégalités sont toujours là. Hein. Mieux vous serez payé, plus vous allez acheter de points, plus vous allez avoir une forte retraite. Ça ne change pas. Donc, il y a peut-être ce souci-là. Et puis après, est-ce que le système de points, de reconversion de carrière, de départ anticipé, de départ à la carte est souhaitable? Qui peut partir tard? Un enseignant-chercheur, vous pouvez être émérite à 70 ans. C'est-à-dire continuer à faire de la recherche, vous avez envie de rester à l'université. Généralement, quand vous êtes femme de ménage, vous n'avez pas envie de rester à l'université. En réalité, quand on parle de départ à la carte, qui peut choisir? Ceux qui en ont les moyens. La retraite, par contre, ne sera pas en mesure de répondre aux questions d'inégalité, parce que qui peut choisir? Les plus riches. Qui aura le plus de points? Les plus riches, etc., etc. Qui peut se reconvertir? Ceux qui sont dans des professions intellectuelles. On ne peut pas reconvertir tout le monde. On ne peut pas considérer que 10 ans d'usure au travail, c'est équivalent à 20 ans dans un métier soi-disant pas usant. Sachant qu'en ce moment, on parle de troubles musculo-squelettiques, de santé mentale, psychique, etc. Ou même travailler dans un bureau, finalement, c'est peut-être aliénant. Je le dis en toute transparence, avant d'être maître de conférence, je suis passé en tant que conseiller confédéral à la Confédération Générale du Travail. Donc j'ai un certain parti pris quand je dois juger cela. Pourquoi des organisations syndicales défendent certaines options? C'est parce qu'elles les pensent les plus viables et les plus conformes à la structure du salarié. Ça ne résiste pas, à mon avis, et là je le dis en tant qu'économiste, ça ne résiste pas à l'analyse. S'occuper de certains types de populations, ça n'est pas rentable. S'occuper des pauvres, c'est pas rentable. Hein. Je le dis franchement, il faut des gens qui ont la capacité à payer. Donc, on se dirige plutôt vers un système à étage où ceux qui peuvent, un filet minimal de sécurité et ensuite une prévoyance libre. C'est vers vers quoi on se dirige. On a augmenté le taux de cotisation sociale pendant 30 ans, et pendant 30 ans, on a eu des augmentations de salaire. Donc, quand on dit on fait payer des cotisations salariales, là, ça vient en diminution de votre brut. D'accord. La CSG, elle vient en diminution de votre brut. Donc, il vous reste votre net. Et là, on vous dit, c'est le budget de l'État ou la TVA qui va payer. Mais la TVA, vous la payez avec votre net. Donc, on réattaque non plus par ce côté rapport capital-travail, on réattaque par votre pouvoir d'achat. La stratégie de réduction du coût du travail, pour l'instant, elle a consisté à dire on va exonérer de cotisations sociales et on va faire prendre en charge le montant de ces exonérations par le budget de l'État. La TVA sociale, elle existe déjà. Une partie de votre TVA que vous payez est affectée à la sécurité sociale.
Donc quand on vous dit que c'est une piste de financement, jusqu'à un certain point, ça veut dire qu'on va devoir augmenter la TVA, donc réduire votre pouvoir d'achat. Ça veut dire très concrètement qu'on a fait le choix de dire on réduit le coût du travail sans réduire une partie du financement de la sécurité sociale, puisqu'on le fait prendre en charge par le budget de l'État. Mais donc en réduisant le financement des services publics, ou en augmentant la dette. Bon. Donc depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, les exonérations de cotisations sociales ont été multipliées par 2. 25, 70 milliards, et même un petit peu plus aujourd'hui. Donc, est-ce que ça a doublement fonctionné? Non. La deuxième chose qu'on a faite, c'est donc cette prise en charge par l'État, et puis donc cette fiscalisation de la sécurité sociale, qui pose quand même un petit problème, ce qui fait que quand vous n'avez pas de budget de l'État, vous n'avez pas de ressources pour la sécurité sociale. Ça peut poser des problèmes quand on a des problèmes politiques. Les complémentaires santé ne sont plus complémentaires, elles sont majoritaires sur certains types de prestations. Sur l'optique, les lunettes, elles sont majoritaires. Donc ce n'est pas de la complémentaire. Quand on vous dit qu'on va passer le ticket modérateur de 30 à 35%, voire même à 40%, et qu'on vous met les franchises en plus, à la fin, et qu'il y a des dépassements d'honoraires, à la fin de la fin, votre consultation médicale, elle est majoritairement prise en charge par votre complémentaire. Si cette stratégie-là était plus efficace, parce que mieux gérée, parce que ceci, parce que cela. Alors, ça a été dit tout à l'heure, les frais de gestion des complémentaires santé, de l'ordre de 6 milliards d'euros, les frais de gestion de la sécurité de l'ordre de 6 milliards d'euros, pour des volumes de prestations 12 fois plus importants à la sécurité sociale, tout compris, et puis pour des accueils, des services, l'ensemble de la population couverte. Donc voilà, il y a peut-être un sujet de ce côté-là. Dites-vous que le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie, un haut comité, avait proposé peut-être une fusion. C'était un scénario de dire qu'il n'y avait pas besoin de complémentaires. Parce que c'est inefficace. Et d'un point de vue purement d'économiste, deux organisations qui font exactement le même boulot, on ne sait pas à quoi ça sert. Soit ça se complète, et donc vous avez certains économistes qui plaident pour une répartition de territoire, puisque les complémentaires ne remboursent quasiment seul que l'optique, confions tout l'optique aux complémentaires. Ça a été évoqué dans certains débats. Alors le problème, c'est que les complémentaires ne remboursent qu'en fonction de ce que rembourse la Sécu. Donc il faudra bien toujours une référence. Qui va décider? En sachant que lorsqu'on rembourse mieux certaines choses, bizarrement les prix augmentent. Exemple récent, les fauteuils roulants. La complémentaire santé obligatoire, donc là il y avait une opposition d'une partie, notamment de la mutualité, puisque vous abrogez le fameux libre choix de l'individu. Vous ne pouvez plus être un mutualiste éclairé. Elle est obligatoire. Alors quelque chose d'obligatoire, cofinancé à 50% par votre employeur, je crois que ça s'appelle la sécurité sociale. C'est peut-être plus simple. Ça évite le doublon. Au passage, les complémentaires santé donnent lieu à des exonérations d'impôts. Donc ça veut dire que ce sont vos impôts qui payent une partie de la complémentaire santé. Et en plus, c'est inégalitaire et on tarifie à l'âge. Il y avait peut-être plus simple à faire, c'est-à-dire la sécurité sociale, à condition de débattre sur ce qu'on doit rembourser, puisque les complémentaires santé remboursent des dépassements d'honoraires. Oui, les complémentaires santé obligatoires ont été peut-être de fait une victoire, parce qu'on a absolument besoin d'en avoir une, ça je ne dirai jamais le contraire. Il y avait peut-être plus simple, notamment aux frais de gestion. Au passage, il y a des solutions pour absorber le personnel des organismes complémentaires. Il ne s'agit pas de faire un plan social non plus. On pourrait se dire, c'est plus efficace. Problème de l'affaire, je ne vous fais pas le dessin, vous le savez aussi bien que moi. Les complémentaires santé, c'est plus cher, plus inégalitaire. Ce n'est pas une attaque contre ces organismes, mais c'est la structure qui fait. Elles sont obligées d'avoir un équilibre entre recettes et dépenses. Leurs dépenses augmentent, elles doivent augmenter leurs recettes. Point. Donc, vos cotisations. Ensuite, vous avez une tarification en fonction du risque. C'est la base du système assurantiel. Plus vous êtes à risque, plus vous payez cher. Alors certes, avec un degré de mutualisation, mais jusqu'à un certain point. Donc plus vous êtes vieux, plus vous payez cher en santé. Parce que plus vous êtes vieux, plus vous êtes à risque. Donc, c'est par définition inégalitaire. C'est le système qui fait ça. Alors bien sûr, certains organismes, pendant des années, ont essayé de corriger, ont demandé à corriger. Dans le cadre de la protection sociale complémentaire des agents publics, vous avez eu des tentatives de négociation pour avoir toujours cette solidarité entre les actifs et les retraités. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, il faut peut-être changer de système. Et peut-être aller vers un 100% sécurité sociale, il y aurait un débat, alors à condition qu'il n'y ait pas besoin de part complémentaire sur l'ensemble des besoins en santé, en petite enfance, etc. Vous voyez, il faut aller très loin.
Et puis qu'il n'y ait plus de dépassement d'honoraires. Donc il faut résoudre enfin la question de l'organisation des soins en France. Vous voyez, ça nous emmène très très bien. Vos prestations retraite sont déterminées donc par les inégalités salariales, tout ça, mais aussi par votre état de santé au travail. Et donc, une bonne retraite, c'est avant toute chose une bonne vie au travail, c'est-à-dire de bonnes conditions de travail. Pourquoi des ouvriers et des employés meurent plus tôt et profitent moins de la retraite? Parce que le travail les tue. Et il y a un moment, il faut le dire, et le dire très clairement, surtout en France, où nous avons le plus de morts au travail, et c'est quelque chose qu'il faut corriger. Mais moi, ma première solution, ça serait de dire qu'il faut résoudre les inégalités salariales. 1 à 5, c'est peut-être pas mal. La sécurité sociale contribue à reproduire de fait certaines inégalités. C'est toutes les prestations qui sont de fait assises sur votre salaire. Les indemnités journalières, la retraite et de fait l'assurance chômage également. C'est-à-dire qu'évidemment, plus vous allez avoir un salaire élevé, plus vos indemnités journalières, votre retraite vont être élevées dans des limites de sécurité sociale, évidemment. Vous avez un système de plafond qui existe. C'est une des limites de la sécurité sociale. Alors, qui est à relativiser quand même parce que vous avez des dispositifs de protection qui existent. Alors, des minima de pension d'un côté, ou des droits familiaux et conjugaux qui existent et qui viennent corriger un certain nombre de choses. Mais ça reste une des limites de la sécurité sociale, c'est que comme elle repose sur un modèle salarial, de fait, s'il y a des inégalités de salaire dans la société, alors il y aura des inégalités de pension. La question que l'on peut poser, c'est est-ce que c'est à la sécurité sociale de régler des inégalités salariales? On peut le dire d'une certaine manière oui à court terme, c'est ce que l'on fait avec les droits familiaux et conjugaux, qui avantagent, qui viennent compenser très légèrement pour les femmes tout simplement l'effet de la maternité. Donc on peut se dire, elle vient corriger un petit peu, mais fondamentalement, si vous voulez qu'il y ait moins d'écart à la retraite, il faut qu'il y ait avant tout moins d'écart en termes d'inégalité salariale. Une affaire de répartition de la richesse qui est posée à travers la question des inégalités, et la sécurité sociale, c'est une de ses limites, elle en est le miroir. Alors après, la sécurité sociale, elle s'est quand même améliorée, puisqu'elle a augmenté progressivement, c'est la fameuse réforme Boulin en 1971, elle a amélioré le taux de remplacement et les règles. Et donc, même chose là-dessus, on pourrait peut-être améliorer le taux de remplacement et ne pas avoir besoin du coût de la retraite complémentaire. Mais finalement, il faut augmenter la richesse créée. Si vous augmentez la richesse créée, à taux de prélèvement constant, vous avez plus de recettes pour la sécurité sociale. Comment on fait? Sachant que la croissance française, bon, elle va plutôt vers le bas, c'est une tendance européenne, hein, je vous dis tout de suite, et des pays développés. Et puis, certains économistes vous expliquent que il y a peut-être des limites environnementales. Il va falloir les prendre en compte. Et peut-être se dire qu'une politique que l'on mène depuis 30 ans n'est peut-être pas la bonne d'un point de vue économique, notamment en termes de politique industrielle, de libre-échange, et donc poser ces questions-là. Donc vous voyez, ça nous emmène très très loin, la sécurité sociale, sur un petit peu ce qu'on pourrait faire et sur certaines attaques qui sont menées à l'heure actuelle, essayer d'articuler les deux. L'enjeu de la sécurité sociale aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est de sauver ce qui reste à sauver. Hein, je vais le dire de manière assez directe. La sécurité sociale aujourd'hui, financée par les cotisations sociales, est en train de disparaître. Elle existe encore, mais elle est en train de disparaître et 2027 arbitrera peut-être enfin là-dessus. Le financement par répartition et à prestation définie va même chose peut-être bouger demain. Ce sont vos volumes de cotisation qui détermineront à terme votre volume de retraite, ce qui n'est quand même pas le cas aujourd'hui pour l'essentiel de la protection sociale française. Donc voilà, il y a ces enjeux-là un peu plus fondamentaux. Et quant aux propositions d'extension de la sécurité sociale, vous voyez bien que du point de vue d'un économiste de la protection sociale, elles peuvent sembler tout à fait séduisantes, elles sont très stimulantes intellectuellement, mais elles paraissent un petit peu orthogonales aux enjeux du moment, qui est de dire qu'on ne pourra s'inspirer de la sécurité sociale demain que si elle existe encore. Vous voyez, je suis un peu pessimiste sur cette affaire. La sécurité sociale, c'est un ensemble d'à peu près l'ensemble des régimes obligatoires, 650 milliards d'euros de dépenses, donc vous voyez, hein, c'est quand même pas rien. On est en fonction de comment on calcule le budget de l'État 2 à 3 fois, vous voyez, c'est pas rien non plus. C'est absolument vital pour la vie des gens, pour réduire les inégalités certes, mais simplement pour les faire vivre.
les faire vivre à travers les indemnités journalières, les pensions de retraite. Le grand débat du moment, c'est les retraites. La petite musique qui court consiste à dire qu'il y aurait trop de retraites payées. Alors oui, si on considère qu'on ne peut rien toucher au financement, on ne veut vraiment pas le bouger, qu'il y a un déficit énorme qui n'est pas soutenable, qu'on ne peut pas toucher à la politique d'exonération de cotisation sociale, il y a un moment, si vous voulez financer de nouveaux droits en matière de sécurité sociale, si vous raisonnez à jeu constant, il faudra bien enlever quelque chose. Est-ce que tous les retraités sont des nantis? Quand on regarde dans le détail, c'est jamais la personne concernée. Quand on dit, est-ce que toi, tu es trop riche? Bizarrement, non, c'est jamais moi, c'est toujours le voisin. Et quand on regarde un petit peu statistiquement, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est une partie seulement des retraités qui, effectivement, sont dans une situation favorable. En même temps, c'était le contrat de départ. Donc, on parle de confiance dans les institutions, c'est une thématique que les économistes ont introduite dans leur raisonnement ces dernières années. Si on modifie en permanence les règles du jeu, évidemment qu'à la fin, les gens ne vont pas avoir confiance. Et si on commence à modifier des engagements qu'on a tenus par le passé, il est sûr que demain, pourquoi j'accepterais de payer pour la sécurité sociale si je sais que je n'en verrai pas la couleur? Et donc, vous retirez du consentement au paiement de la cotisation sociale. Si on ne fait qu'une sécurité sociale pour les pauvres, la sécurité sociale n'a pas vocation à être pour les plus pauvres. De fait, elle les protège plus. Mais elle n'est pas faite uniquement pour eux. Ce n'est pas la logique de la sécurité sociale. Cet enjeu-là, de ne pas réserver la sécurité sociale pour les plus pauvres, de ne pas opposer les catégories, il y a des besoins à financer. Alors, le chantier du siècle qui nous est présenté, c'est la dépendance, avec quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. En l'état actuel des choses, vous êtes en mesure de payer votre EHPAD si vous avez une bonne retraite. Donc attention, si on réduit les retraites d'un côté et qu'on maintient un système marchand en matière de prise en charge de la dépendance, on va avoir un problème de capacité à payer. Parce qu'il y a des besoins à financer et il y a peut-être des marges de manœuvre. Je vais terminer sur une note positive. D'un point de vue d'un économiste, à travers nos outils, la comptabilité nationale, quand on cherche à faire les comptes de la nation, la sécurité sociale, elle a été régulièrement en excédent. Alors c'est bizarre quand on dit ça, parce que genre, il y a trop de la sécu chaque année. Mais encore une fois, il faut distinguer une approche budgétaire et comptable d'une approche économique. C'est une différence fondamentale dans nos disciplines. Les économistes ont quand même une spécificité. Et quand on raisonne au niveau de l'ensemble de la protection sociale, c'est-à-dire que l'on prend l'ensemble des ressources de l'assurance chômage, des régimes de base de sécurité sociale, des retraites complémentaires, cette fameuse caisse d'amortissement de la dette sociale, qui par exemple en 2023 a pu rembourser 18 milliards d'euros de dettes remboursées au comptant. J'insiste là-dessus avec nos contributions. Et la sécurité sociale était en excédent au final. Les administrations de sécurité sociale, pour reprendre la catégorie large de la comptabilité nationale, étaient en excédent de 11 milliards d'euros. Le chiffre ne sort pas de nulle part. Le choix des chiffres a peut-être son importance, donc il y a peut-être une marge de manœuvre de ce côté-là. Et puis il y a des questions légitimes à poser qui sont dans le débat public, posées même par des sénateurs, même par la Caisse nationale d'assurance maladie. Est-il normal qu'il y ait 4,5 milliards de dépassement d'honoraires en France quand on connaît l'impact inégalitaire? Et peu les profits de l'industrie pharmaceutique, dont le calcul est un peu difficile de fait, sont normaux? La réponse est peut-être que non. Est-ce que les produits issus de la financiarisation du secteur de la santé, de la petite enfance, de l'autonomie, est-ce que c'est normal de financer ce profit-là au détriment alors révélé par le livre notamment du journaliste Victor Castanet, mais est-ce que c'est normal? Parce que vous payez cher et en plus vous êtes maltraité quand même dans l'affaire. Peut-être qu'on a les moyens finalement de financer une partie des services aujourd'hui de sécurité sociale qui sont nécessaires. Comment diffuser la question de la sécurité sociale? C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Aujourd'hui, ça n'est pas clairement au programme d'éducation civique. Ça devrait l'être, on présente bien les institutions de la République, on pourrait très bien présenter la sécurité sociale, ça pourrait commencer par là. Il y a une vraie question sur comment on forme de futurs citoyens au collège unique, parce que expliquer un bulletin de paie aujourd'hui, ça n'est pas fait. Pourtant, c'est essentiel. Expliquer ce qu'est une complémentaire santé, comment fonctionnent les soins, ça n'est pas fait. Sachant que vous voyez bien, si vous avez un peu suivi ce que j'ai raconté, factuellement, la définition de la sécurité sociale, on pourrait en donner 3 dans ce que je vous ai présenté ce soir. Donc déjà, c'est compliqué. Ensuite, vous avez des branches où on divise.
Et puis vous avez des échelons, alors là vous commencez avec des couches. L'enjeu, retour aux fondamentaux de la sécurité sociale, c'est aussi d'avoir quelque chose d'un peu plus simple, et donc que l'on peut s'approprier. Sur la comparaison du système français par rapport à des systèmes étrangers, donc en France, on a un système de sécurité sociale qui est quand même assez unifié par rapport aux autres pays du monde, alors qui va être radicalement différent par exemple du National Health Service en Grande-Bretagne, où là on a un système étatisé qui prend en charge directement les soins et qui est complété par un régime d'assurance privée. Et si on compare par rapport aux États-Unis, alors aux États-Unis c'est à la fois le règne du marché et en même temps il y a des formes de sécurité sociale aux États-Unis, alors soit par exemple réservées pour les plus pauvres, pour les militaires, voilà, en fait donc c'est un système un peu plus complexe, organisé en partie en base fédérale, donc vous avez des systèmes qui sont très en avance et d'autres très en retard. La leçon à retenir quand même sur les États-Unis, c'est que grosso modo, les États-Unis consacrent l'équivalent de 16%, et je dis bien l'équivalent de 16% de leur richesse nationale aux dépenses de santé, quand en France, on est aux alentours de 11 à 12%, et pour des résultats en termes de santé publique et d'inégalité qui sont infiniment meilleurs en France, malgré la dégradation récente. Donc effectivement, le système très éclaté à l'américaine ou étatisé tel qu'il existe par exemple en Grande-Bretagne n'est absolument pas meilleur que le système de sécurité sociale français là-dessus, et je dirais même le système américain coûte très cher. Le marché coûte cher de manière globale, hein. Ça c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Donc, et organiser la concurrence coûte cher. Alors après, vous avez par exemple aux Pays-Bas des systèmes où on met tout en concurrence. On met en concurrence toute votre couverture, et donc vous avez de mémoire, hein, 4 à 6 grands assureurs, enfin grandes solutions d'assurance qui sont à votre disposition. Merci,